Gestion paramédicale d'une session d'épuration extra-rénale en pratique. Dans la législation, l'article R 4311-7 du Code de la santé publique rappelle que l'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants: branchement, surveillance et débranchement d'une dialyse rénale, péritonéale ou d'un circuit d'échange plasmatique, et aussi la surveillance de cathéters veineux centraux mis en place par un médecin. Voici différents moniteurs. Donc à gauche Fresenius avec le moniteur 5008 et à droite Baxter avec les deux moniteurs Prismax et Prismaflex. Je me concentrerai sur ces deux derniers moniteurs car c'est ceux que l'on utilise en réanimation polyvalente au CHU de Nice. Voici un exemple de moniteur un peu plus en détail, donc là le Prismaflex. Vous voyez en haut à gauche les différents corps de pompe, effluent, PPS, réinjection, qui en fonction des débits réglés ne tourneront pas à la même vitesse. Le pouce-seringue, l'emplacement de la seringue soit d'héparine soit de calcium en fonction de la technique d'anticoagulation choisie. La pompe à sang, qui sera réglée par le débit sanguin. Une prise de pression d'entrée. Ensuite en bas les 4 pesons, donc effluent, PPS ou réinjection. Une autre prise de pression, celle de la pression filtre. En remontant, on a le clan de sécurité, le détecteur de bulles d'air et l'emplacement de la chambre de dégazage. Ça empêchera tout retour d'air au patient. Le réchauffeur, la prise de pression effluent et la mesure de pression retour. Alors voici le moniteur Prismax qui est fait exactement de la même façon que le moniteur Prismaflex, c'est juste qu'il est plus récent et plus moderne. Il y a aussi différentes améliorations. Dans les nouveautés, sur la Prismax, on trouve le réchauffeur Thermax, qui permet d'améliorer la gestion de la température corporelle du patient. C'est un thermostat qui est géré par la machine. Il se déclenchera si la température du patient ne correspond pas à la température cible réglée, entre 35 et 37 degrés. Avant la mise à jour Baxter, il fallait dès le début sélectionner si oui ou non vous vouliez utiliser le Thermax. Il ne fallait surtout pas l'éteindre ou l'allumer en cours de traitement. Une alarme de sécurité se déclenchait et ne permettait pas de continuer le traitement ou de restituer. On a rencontré beaucoup de problèmes. Je ne sais pas si vous avez eu les mises à jour, mais si ce n'est pas encore le cas, surtout faites bien attention. La mise à jour proposée par le fabricant permettra d'améliorer la communication entre le moniteur principal et le réchauffeur et éviter ainsi tous ces problèmes. Surtout, ne pas ouvrir le verrou ou appuyer sur l'interrupteur en cours de traitement. Ne pas tenter d'ouvrir le Thermax. Autre nouveauté, la chambre de dégazage est gérée par la machine. Le niveau se fait toutes les 10 minutes. Alors bien sûr, ça ne doit pas empêcher l'infirmier de surveiller régulièrement le niveau. S'il y a un problème, on peut toujours reprendre la mainmise sur la surveillance. Il faut redoubler de vigilance au début du traitement. Certains problèmes nous ont été rapportés par Baxter. Si le débulage n'était pas effectué correctement au début du deuxième amorçage, quand on tapote un petit peu sur le filtre pour évacuer les bulles d'air, mais si on le faisait manuellement une fois l'amorçage terminé, des bulles pouvaient rester bloquées dans la poche du réchauffeur. Elles peuvent créer de la mousse dans la chambre de dégazage et perturber l'automatisme de mise à niveau. Autre nouveauté pour diminuer les manutentions, le système d'auto-effluent, qui est raccordé au tout à l'égout. Il est utilisable pendant 6 jours. Le QR code que vous voyez en petit sur la photo est scanné à la mise en place. Il enregistre la première utilisation. Si vous êtes amené à restituer un circuit avec l'objectif d'en réinstaller un nouveau par la suite, le moniteur vous demandera si vous voulez conserver le système d'auto-effluent. Si celui-ci ne peut pas assumer 3 nouveaux jours de traitement, la case sera grisée, vous serez obligé d'en changer. Au moment où le moniteur vous demande si vous voulez conserver le système d'auto-effluent, il vous demandera aussi si vous voulez conserver les poches sur les pesons. Si vous venez de les changer juste avant que le circuit coagule, elles sont forcément pleines. C'est toujours utile et plus économique de les conserver. Alors quelques rappels ou astuces concernant
l'anticoagulation. Je ne rentrerai pas dans les détails des deux techniques car on a déjà tout vu ce matin. Concernant l'héparine, sur les pesons seront installées 3 solutés de réinjection, identiques. Si besoin, la compensation en phosphate, potassium G30 sera possible dans chacune des 3 poches. La seringue à héparine sera préparée selon le protocole de votre service et installée sur le pouce-seringue et branchée sur la ligne anticoagulante dédiée du set. Pour l'amorçage, il ne semble pas nécessaire de rajouter de l'héparine dans les 2 litres de NaCl. Aucune étude n'a pu en prouver l'efficacité. Petite astuce, pensez à régler les 3 mêmes débits sur le moniteur, comme ça les poches seront à changer tout en même temps, comme sur la photo. Concernant le citrate, le calcium ionisé patient avant le branchement doit être supérieur à 1,1 mmol par litre. Si c'est inférieur, il va falloir compenser en chlorure de calcium, sur prescription médicale, et réeffectuer un contrôle. Il ne faudra pas brancher votre patient si sa calcémie n'est pas stabilisée. Il y a un risque important d'hypocalcémie. La seringue de compensation en calcium sera préparée pure, 5 ampoules de 1 g dans 10 cc, installées sur le pouce-seringue avec tubulure dédiée. La machine s'occupera de la purge pendant l'amorçage. Le soluté citraté se trouvera sur le peson PPS, peson pré-pompe 100, et 2 solutés de réinjection sur les 2 autres pesons. Si besoin, la compensation en ion sera possible dans les 2 poches de réinjection. Baxter recommande de compenser également dans le soluté citraté. Renseignez-vous auprès de vos médecins. Quelques astuces lorsque vous montez le circuit. Ne pas visser de façon trop forte les différentes tubulures au risque d'abîmer le connecteur des lignes. Les lignes ne sont pas interchangeables et si vous cassez le connecteur LUR, il va falloir changer le circuit. On rappelle sur les cathéters. Il existe des cathéters double lumière ou triple lumière, avec la ligne dédiée à la compensation calcium, comme sur le cathéter de droite. Le diamètre sera minimum de 13 French, avec une longueur de 15, 20, 25 ou 30 cm de longueur. Il faudra adapter le site de pose et le choix du cathéter en fonction de la corpulence du patient. En première intention, en voie jugulaire droite. En deuxième intention, les voies fémorales. En troisième intention, la voie jugulaire gauche. La voie sous-clavière est contre-indiquée. Il y a un risque de sténose et de thrombose. Il faudra s'adapter aussi au devenir et aux mobilisations du patient. Si votre patient est apte à aller au fauteuil, et pour favoriser la réhabilitation précoce, la voie fémorale sera contre-indiquée. Rappel concernant les verrous anticoagulants. Attention, la contenance de chaque ligne est différente selon la taille et le diamètre du cathéter, comme vous voyez sur le clan rouge. Sur le clan bleu, vous voyez la contenance dans la voie artérielle rouge et la voie veineuse bleue. Et la petite tubulure de calcium, vous avez aussi la contenance de noter dessus. Un cathéter veineux central est une porte d'entrée importante, donc il faudra faire attention aux risques infectieux en surveillant le point de ponction à la recherche de signes locaux, la réfection du pansement toutes les 72 heures voire plus sinon occlusif. C'est important de dépiler la zone avant la pose du cathéter, le tégaderme restera occlusif plus longtemps. Et redoubler de vigilance en voie fémorale, avec le risque de contamination par les selles ou le risque de macération. Le branchement sera effectué avec 2 opérateurs. Le premier qui manipulera le cathéter en stérile, comme sur la photo, et le deuxième qui manipulera les lignes et la machine. Équipé de compresses stériles avec soluté antiseptique pour manipuler le cathéter et effectuer le branchement. Le premier opérateur aspirera l'ancien verrou anticoagulant. Il rincera ensuite avec 20 cc de sérum physiologique par flush saccadé. Cela permet de tester la perméabilité du cathéter. Il est inutile de brancher un circuit sur un cathéter dysfonctionnel, la CVVH ne fonctionnerait pas correctement. Un set coûte environ 100 €. Ce serait dommage de gâcher. Lorsque les 2 lignes du cathéter sont prêtes, le deuxième opérateur peut passer les tubulures du circuit pour le branchement.
Pour rappel, la tubulure rouge va sur la voie rouge, la tubulure bleue va sur la voie bleue. Ne surtout pas inverser les lignes, il y a un risque de recirculation, ce qui diminuerait l'efficacité de l'épuration extra-rénale et augmenterait l'hémoconcentration et favoriserait l'obstruction et la thrombose du circuit. Baxter recommande de connecter les lignes du circuit sans forcer. Un serrage excessif peut endommager les connecteurs luaires du cathéter. Le branchement des voies se fera en simultané pour éviter la déplétion volémique. Ce sont des recommandations d'experts. Ne pas oublier de brancher la compensation calcium sur la voie dédiée du cathéter. Quelques rappels sur les réglages de la machine, qui sont à adapter en fonction du protocole de votre service et de la prescription médicale. Tout d'abord le débit sanguin, 80 ml/min, à augmenter progressivement jusqu'à 150 à 200 ml/min. Cela permet de vérifier la perméabilité de la bord vasculaire. Les prélèvements patients, 0 ml/h, seront augmentés selon l'état du patient, l'œdème, la diurèse, la tolérance hémodynamique. La réinjection, calculée sur une base de 30 ml/kh. En héparine, cette réinjection sera réglée à 1/3 en pré-filtre et 2/3 en post-filtre. La fraction de filtration, inférieure ou égale à 40% en citrate, 20 à 25% à l'héparine. Cela correspond au pourcentage de sang filtré. Sur le peson PPS, on trouvera le soluté citraté, avec un débit citrate qui dépendra du débit sanguin, car asservi, et de la concentration en citrate. Et la concentration en citrate au début sera réglée sur 3 mmol par litre, et la dose de calcium pendant 2 heures sur 110%, puis à 100%. Concernant la surveillance infirmière des deux techniques d'anticoagulation, on en a déjà parlé ce matin, mais je ne pouvais pas parler de la surveillance paramédicale sans en toucher un mot. Donc la surveillance d'une CVVH à l'héparine, elle est plutôt simple. Un anti-10A à H+6, puis toutes les 24 heures. L'anti-10A doit se trouver entre 0,2 et 0,4 UI par millilitre. La surveillance d'une épuration au citrate est plus complexe, avec des calciums ionisés à effectuer de façon très régulière. Donc à gauche, vous voyez le calcium ionisé en post-filtre, qui nous permet d'avoir un regard sur l'anticoagulation du circuit. Et à droite, un calcium ionisé patient prélevé sur le cathéter artériel du patient, qui nous donne une idée de la compensation en calcium. Comme vous le savez déjà, l'anticoagulation au citrate est une technique qui est très chronophage pour l'équipe infirmière. Alors avec la biochimie délocalisée, on obtient des calciums ionisés en quelques secondes sans avoir besoin d'envoyer les prélèvements au laboratoire. La CVVH est plus rapidement équilibrée, la prise en charge du patient est donc améliorée. Cette machine nécessite d'être formée à la technique, mais c'est un vrai plus dans un service. Voici un exemple de protocole de surveillance du citrate. C'est un ABAC que l'on utilise en réanimation au CHU de Nice, mais vraiment pour vous montrer à gauche la surveillance du calcium ionisé patient, qui doit être compris entre 1,1 et 1,3 mmol par litre pour être dans la cible. Ça nous permet d'évaluer la compensation en calcium du patient. Si c'est inférieur, on va devoir augmenter la compensation. Si c'est supérieur, on va devoir la diminuer. À droite, vous voyez la surveillance d'un calcium ionisé post-filtre, qui doit être compris entre 0,25 et 0,4 mmol par litre. Ça va nous permettre d'évaluer le niveau d'anticoagulation du filtre. Si c'est inférieur, le filtre est trop anticoagulé, il y a un risque d'accumulation du citrate, il faudra donc diminuer la dose. Si c'est supérieur à 0,4 mmol par litre, le circuit n'est pas suffisamment anticoagulé, on va devoir augmenter la dose. Donc c'est vraiment un ABAC qui nous permet d'être autonome en tant qu'infirmier. Bien sûr, si on voit que c'est trop déséquilibré, il ne faut surtout pas hésiter à appeler le médecin. Voici un exemple de surveillance biologique. Donc vous voyez que c'est vraiment une technique qui est très chronophage et qui demande une certaine disponibilité et une organisation des équipes. Surtout quand on a plusieurs patients et qu'on a un patient sous hémofiltration au citrate, il faut s'organiser. Une fois la CVVH équilibrée, par contre, la surveillance est quand même moins chronophage, avec 2 calciums ionisés, un patient, un post-filtre, toutes les 6 heures. Rappel sur les risques d'accumulation du citrate.
Les complexes citrate calcium sont éliminés de différentes façons. En majorité perdus dans les fluents et l'autre partie métabolisée par le foie en formant des ions bicarbonate. L'alcalose métabolique, c'est une dose de citrate apportée trop importante avec un métabolisme hépatique correct. Donc le foie fait son travail, il métabolise correctement les complexes citrate calcium, mais ça augmente les bicarbonates dans le sang du patient. D'où une surveillance gazométrique rapprochée, avec une surveillance du pH et des bicarbonates, une surveillance des calciums ionisés post-filtre, afin d'éviter d'apporter plus que nécessaire de citrate au patient. En cas, on peut diminuer le débit sanguin ou la concentration citrate. L'acidose métabolique, là le métabolisme des complexes citrate calcium est altéré. Donc les complexes citrate calcium passent dans la circulation sanguine du patient, ne sont pas métabolisés, s'accumulent et diminuent le pH sanguin. Il va être important de surveiller le rapport calcium total sur calcium ionisé. Si celui-ci est supérieur à 2,5, il va falloir arrêter le citrate sans arrêter l'épuration pour filtrer un maximum les complexes citrate calcium. Donc forcément le circuit ne sera plus anticoagulé, ça tiendra que quelques heures, mais ça permettra d'éliminer au maximum les complexes citrate calcium. Voici un exemple de feuille de surveillance d'une épuration au citrate. C'est une feuille qu'on utilise en réanimation au CHU de Nice, juste pour vous montrer à droite les différentes prescriptions et à gauche la surveillance de l'anticoagulation et les différentes pressions que l'on va devoir surveiller. L'installation du patient va être importante à surveiller. Les recommandations d'experts nous disent qu'il faut prévenir l'agitation du patient afin d'éviter les déconnexions accidentelles. Une bonne installation diminuera les risques de déconnexion et de plicature des lignes. Pensez à réduire le débit de la pompe à sang et interrompre la convection lors des mobilisations du patient. En appuyant sur changer poche ou en tirant un des pesons, le circuit se met en régime de sécurité, les échanges ne se font plus et la pompe à sang tourne au ralenti. Attention au risque d'hypotension. En cas de besoin, on pourra diminuer le débit sanguin de façon temporaire ou diminuer les prélèvements patients. Plus ou moins, sur prescription médicale, mettre en place des catécholamines ou un remplissage vasculaire. La CVVH est un circuit extracorporel. Il faudra faire attention au risque d'hypothermie et, si besoin, mettre en place le réchauffeur ou une couverture chauffante. Le glucose est filtré, donc il y a un risque d'hypoglycémie. On pourra compenser dans les solutés de réinjection. En cas d'épuration extra-rénale au citrate, on a vu qu'il y avait un risque d'hypocalcémie, donc important de contrôler le calcium ionisé patient. Le magnésium est chélaté par le citrate. Il y a un risque d'hypomagnésémie, donc il faudra compenser de façon importante. Ce n'est pas rare de voir une compensation entre 6 à 8 grammes de magnésium par 24 heures. La concentration en sodium est élevée dans le soluté citraté, donc attention au risque d'hypernatrémie. Attention aussi au risque d'hypophosphorémie et d'hypokaliémie, que l'on pourra aussi compenser dans le liquide de réinjection. On a vu déjà tout à l'heure la surveillance du risque infectieux, avec la surveillance du point de ponction et une réfection du pansement dès que nécessaire. Attention au risque hémorragique, avec une surveillance de l'hémostase. Il faudra éviter au maximum toute déconnexion involontaire ou restitution de sang impossible. Il faut savoir qu'un circuit a une contenance d'environ 200 ml. Surveillance de la balance hydrosodée, avec la surveillance de la déplétion sur la machine, sur prescription médicale, mais d'où l'importance de peser le patient tous les jours. On va commencer la surveillance des alarmes, avec une alarme que l'on voit très souvent, pression entrée négative. Est-ce que le cathéter est prélevable? Est-ce qu'il n'est pas collabé? Si besoin, on peut effectuer un remplissage vasculaire. Est-ce que le cathéter est coudé, clampé? Ou est-ce qu'une tubulure du circuit est clampée? Il faudra vérifier la position du patient et bien sûr vérifier que tous les clans sont ôtés. Le cathéter est non perméable. Est-ce qu'il est thrombosé? On peut essayer de rincer la voie et si échec, il faudra changer le cathéter.
Est-ce que l'abord vasculaire est contre la paroi? Est-ce que le patient tousse? Est-ce qu'il est aspiré ou est-ce qu'il bouge? Pour gagner du temps, on peut diminuer le débit sanguin, on peut essayer de rincer la voie ou de tourner le cathéter sur son axe. Autre alarme que l'on rencontre quand même moins souvent, pression retour positive. Elle sonnera pour sensiblement les mêmes raisons que l'alarme précédente. Il faudra faire attention au débit sanguin, qu'il ne soit pas trop élevé pour le dispositif vasculaire. On peut aussi rencontrer l'alarme pression retour négative. Est-ce que la ligne ne serait pas déconnectée? L'augmentation des PTM, la pression transmembranaire. C'est une pression qui est horizontale. Elle correspond au colmatage du filtre par les molécules qui le traversent. Une augmentation progressive est normale en fonction de la durée de vie du filtre. Une augmentation brutale, quant à elle, est anormale. Pour gagner du temps, on peut augmenter le débit sanguin ou diminuer la réinjection post-filtre. La restitution est possible jusqu'à environ 400 mm de mercure. Ne pas tarder à restituer. Le circuit peut à tout moment colmater et empêcher la restitution. Donc au premier message d'alarme, début coac filtre, il faut vous organiser dans votre travail pour restituer. Augmentation perte de charge. Cette pression est quant à elle verticale, c'est le reflet de la coagulation du filtre. Ça représente la résistance dans les fibres creuses du filtre à l'écoulement du sang. Pour gagner du temps, on peut augmenter la réinjection pré-filtre, diminuer la réinjection post-filtre. Si ça augmente au-dessus de 100 mm de mercure, il y a un début de coagulation, il faudra restituer. L'alarme problème de débit est assez simple à régler. Le plus souvent, c'est une poche de réinjection en mouvement sur les pesons ou clampée. Attention, pour rappel, il ne faut pas acquitter une alarme sans en régler la cause. L'alarme fuite de sang. Est-ce que la tubulure a été mal insérée dans le détecteur? Si c'est le cas, on peut le nettoyer avec de l'alcool et la repositionner. Si c'est insuffisant, il faudra faire une bandelette urinaire sur la poche à effluent. Il faut savoir que le détecteur de fuite de sang est un capteur colorimétrique et l'effluent peut être coloré à cause d'une myoglobine élevée en cas de rhabdomyolyse ou hémoglobine s'il y a une hémolyse, en cas de traitement colorant les urines ou de fuite au niveau de la membrane. S'il y a une présence de sang sur la bandelette urinaire, c'est qu'il y a une fuite au niveau de la membrane. Il faudra changer le set. Si c'est négatif, il faudra normaliser le détecteur de fuite de sang afin que ça ne sonne plus. L'alarme R dans le sang est un peu plus embêtante. Cela peut venir d'une poche de réinjection mal connectée, à une ligne mal insérée dans le détecteur d'air. Dans ce cas, le niveau de toute façon est trop bas dans la chambre de dégazage, le détecteur de bulles d'air va se déclencher et le clan de sécurité va se fermer afin d'éviter tout risque de passage d'air dans la circulation sanguine du patient et éviter tout risque d'embolie gazeuse. Pour gagner du temps, on peut essayer de dégazer avec une seringue. Si c'est insuffisant, on peut brancher un circuit fermé hors du patient pour évacuer l'air en tournant la pompe à sang manuellement. S'il y a une restitution impossible, il va falloir débrancher le circuit. La recirculation. Votre patient peut avoir besoin de partir à un examen. Pour éviter de jeter le circuit, s'il tourne correctement ou s'il est vraiment récent, on peut effectuer une recirculation. Donc il existe deux types, au sang, avec le sang du patient. Donc c'est plutôt rapide, ça dure 1 heure, soit au sérum physiologique. Ça dure 2 heures, voire un peu plus, mais il va falloir restituer et faire un amorçage. Il faudra bien vérifier l'état du circuit, les PTM et la perte de charge au préalable. Il est inutile de tenter une recirculation avec des PTM élevés ou un circuit qui commence à coaguler ou à colmater. L'arrêt du traitement. Il faudra restituer au sérum physiologique. Cela ne nécessite un NaCl que de 250 ml, inutile de prendre plus. Il faudra rincer les voies de façon saccadée et avec force, clamper en pression positive pour éviter le retour de sang. Les verrous anticoagulants se font soit à l'héparine pure, soit au citrate. Les verrous seront injectés, à contrario, de façon lente pour bien tapisser l'intérieur des voies.
Attention, rappel, toujours manipuler les voies de façon aseptique. En conclusion, le travail d'équipe est important pour la prise en charge des patients hémofiltrés. Le traitement est efficace s'il y a une bonne connaissance des traitements et des protocoles, une surveillance rigoureuse et spécifique du patient et du moniteur. Il y a une importante synergie entre les différents acteurs. Merci de votre attention et bon courage.